Le débat. Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Bonjour, bienvenue à votre magazine hebdomadaire, le débat BBC Africa numéro 1 Paris, coproduit par les deux radios partenaires. Bonjour Francis Laloupo, heureuse de vous retrouver. Mais moi aussi, Liliane, très heureux. J'espère que je vous ai manqué toute la semaine. Mais vous savez, ça, chaque semaine, ça se renouvelle, vous le savez très bien ça. Je le sais, mais je voulais vous l'entendre. C'est un sentiment auquel je m'habitue au fil des saisons. Voilà, je voulais vous entendre le répéter. Moi aussi, Francis, en Côte d'Ivoire, la présidentielle de 2015 sera-t-elle apaisée? Difficile de se prononcer au vu de la querelle autour de la commission électorale indépendante. Le président Alassane Ouattara a nommé 15 des 17 membres de la CEI, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo et l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, dont le FPI est membre, doivent compléter la liste avec chacun un représentant. Et ce n'est pas gagné. Ils estiment que la composition de cette commission fait la part belle au pouvoir. Explosion d'une bombe dans un restaurant de la ville touristique d'Arusha, c'est au nord de la Tanzanie, près de la frontière avec le Kenya. Attaque répétée sur la côte kenyane. Cette semaine, les insurgés islamistes d'Al-Shabaab ont encore fait fort en ciblant une nouvelle fois le complexe présidentiel somalien, pourtant fortifié, de la capitale Mogadiscio. Autant dire que l'Afrique de l'Est et la Corne de l'Afrique sont décidément sur les braises. 3 ans, c'est l'âge du Soudan du Sud, dont l'accession à l'indépendance avait été célébrée dans l'euphorie. C'était le 9 juillet 2011 à Djouba, la capitale. Mais depuis mi-décembre 2013, la lutte pour le contrôle du pouvoir entre le président Salva Kiir et son vice, devenu chef rebelle Riek Machar, a conduit le pays dans le chaos sécuritaire et humanitaire. Nos invités nous livreront vos analyses et sur ce sujet, mais évidemment aussi sur les deux autres. C'est avec vous, Francis, le plateau. Notre grand témoin invité de cette édition, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre de l'économie et des finances, économiste de formation, président du parti Leader, Liberté et Démocratie pour la République, parti politique d'opposition, candidat à l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Mamadou Koulibaly, bonjour. Bonjour monsieur et bonjour à tous les auditeurs. Merci d'être avec nous. Avec nous également dans cette édition, 2 confrères invités au téléphone depuis Cotonou au Bénin. Wilfried Léandre Rumbedji. Bonjour Wilfried. Bonjour Francis, bonjour à tous. Merci d'être là. Wilfried Léandre Rumbedji, journaliste au quotidien La Nation. Son blog comment va le Bénin.over-blog.com. Au téléphone depuis Ouagadougou, au Burkina Faso bien sûr. Dabadi Zumbara, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Pays. Comme de tradition, une petite fiche de présentation de notre grand témoin. Mamadou Koulibaly, vous êtes né le 21 avril 1957 en Côte d'Ivoire, agrégé d'économie de l'université Aix-Marseille 3 en France. Vous étiez alors à 27 ans l'un des plus jeunes agrégés de votre pays. Suite au coup d'État de Robert Gueye en 1999, vous avez été cette même année ministre du Budget puis ministre de l'économie et des finances en 2000. Vous êtes élu député de la commune de Koumassi en 2000 et en 2001, vous êtes élu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il faut le préciser, sous le régime de Laurent Gbagbo. Dans le contexte de la crise post-électorale en décembre 2010, vous serez le premier parmi ceux qui furent proches du président déchu Laurent Gbagbo à reconnaître la victoire d'Alassane Ouattara, tout en dénonçant les dérives du régime Gbagbo, président par intérim du Front populaire ivoirien, le FPI, l'ancien parti au pouvoir. Après l'épilogue de la crise post-électorale et alors que vous aviez émis le vœu de bâtir un nouveau projet politique, vous serez mis en minorité au sein de votre parti, ce qui vous amène donc à démissionner en 2011 de la présidence du FPI pour créer votre propre formation, le Leader, initial de Liberté et Démocratie pour la République. Économiste de formation, vous avez publié notamment, je cite, La souveraineté monétaire des pays africains et aussi Afrique, oser une nouvelle voie, coécrit avec Gisèle Duteuil aux éditions L'Harmattan. Mamadou Koulibaly, vous serez notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis à votre disposition et c'est avec plaisir que je suis là. Cap Sud-Dakar avec Liliane. Oui, Francis, et nous allons parler évidemment d'abord de la Côte d'Ivoire. Le FPI et son allié, l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, désigneront-ils leurs 2 représentants pour compléter la liste des 17 membres de la commission électorale indépendante? Pour le moment, ils s'y refusent, disant que la CEI est largement favorable au parti au pouvoir. Le président du FPI a donc rejeté la nouvelle CEI. Pascal Affi-N'Guessan a même promis dans un communiqué fin juin, je cite, des grandes actions d'envergure pour faire
aboutir ses revendications. Et pourtant, c'est bien cette commission controversée qui doit organiser la présidentielle de 2015 à laquelle le chef de l'État, Alassane Ouattara, est candidat. Et vous d'ailleurs aussi, monsieur Mamadou Coulibaly. Oui. La première question, c'est pour vous. Vous avez déclaré que la CEI est exactement pareille que la précédente et reconduit un ordre établi qui n'a pas changé depuis Marcoussi. Vous dites également que le président et la majorité au pouvoir que le président et la majorité au pouvoir est surreprésenté dans cette commission. Est-ce qu'on doit déduire, monsieur Coulibaly, que contrairement au président Alassane Ouattara, vous n'êtes donc pas surpris par la réaction du FPI? Je partage sur ce point la réaction du FPI. Cette commission n'est pas légitime et ne peut pas organiser les futures élections présidentielles parce qu'elle porte en elle-même les vices du désordre, elle porte en elle-même les germes du conflit. Et pourquoi? Mais parce que, d'une part, le code électoral qui organise les élections n'est pas bien, n'est pas bon du tout. Et depuis toujours, moi je l'ai dénoncé, officiellement, la commission électorale est dite indépendante. Mais dans le code, tous les pouvoirs sont donnés au président de la République pour manipuler la commission électorale. Toutes les grandes décisions de la commission électorale sont prises par décret. Nous avons souhaité, longtemps avant la mise en place de la commission électorale, depuis l'ouverture du dialogue entre le gouvernement et l'opposition, nous avons souhaité que l'on prenne le temps de modifier cette commission électorale d'abord, pour bien préciser comment on compte les bulletins de vote à la fin du scrutin, comment on proclame les résultats à la fin du scrutin, comment est-ce qu'on transfère les résultats entre les zones les plus reculées et la CEI locale. Et puis ensuite, que l'on retire des mains du président de la République son ingérence dans l'indépendance de la commission électorale. Nous n'avons pas été entendus. Mais le président de la République, M. Coulibaly, estime que c'est la meilleure CEI que la Côte d'Ivoire ait connue. Oui, dans l'ordre établi, c'est probablement la meilleure puisque nous sommes passés d'une CEI de 31 personnes à une CEI de 17 personnes. C'est tout ce qu'il dit. Mais il ne s'agit pas de trouver une meilleure CEI dans l'ordre établi, l'ordre du cafouillage. Nous avons souhaité que l'on fasse soit l'équilibre, opposition, gouvernement. 50%, 50%. Si tant est que l'on ait envie de se surveiller au sein de cette commission électorale, le gouvernement l'a refusé. Nous avons souhaité que dans ce cas, les hommes politiques sortent de la commission électorale pour ne pas transférer au sein de la commission électorale les conflits qu'il y a entre nous dans le champ politique et laisser à la société civile le soin d'organiser les élections, étant donné que nous ne pouvons pas être à la fois joueurs et arbitres. Le gouvernement l'a refusé et s'est contenté de réduire le nombre de membres, changer d'échelle. Et le fond reste pareil. Les partis politiques, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, l'opposition se retrouvent dans cette commission. Les guerres partisanes qui vont avoir lieu sur le terrain politique vont se retrouver au cœur de la commission électorale. Et il n'y a pas de raison que les choses ne se passent pas comme elles se sont passées en 2010. Mamadou Coulibaly, alors vous dites, de votre côté, vous dites c'est la pire commission électorale qu'on ait jamais connue. C'est pratiquement ce qu'on entend, hein, c'est ce que vous dites. Et ce que disent également ceux qui rejettent cette commission électorale. Le président de la République dit en face, c'est la meilleure commission qu'on ait jamais connue en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à un début de dialogue de sourds, hein, c'est-à-dire ce qui pourrait amener à un blocage du processus électoral l'année prochaine? Oui, sauf que cette fois, contrairement à 2005-2010, il y a un système d'alerte précoce qui est mis en place. Je ne fais que le tour des états-majors des pays pour dire attention, nous sommes en train de faire exactement les erreurs qui nous ont conduit à la crise post-électorale. Il n'y a pas de système, c'est moi qui prends sur moi d'alerter tout le monde. Parce que vous savez, il y a cette grande hypocrisie en Afrique que après les élections, lorsque l'on s'est frappé dessus qu'il y a 500, 600, 1000, 2000 morts, nous organisons des conférences internationales à la recherche de systèmes d'alerte précoce. Mais ça tombe pas du ciel. C'est juste attirer l'attention des uns et des autres pour dire attention. À Marcoussi, vous avez mis en place une commission électorale constituée des partis politiques. Nous avons tous vu que cette commission électorale n'a pas pu organiser une seule élection en Côte d'Ivoire qui ne se soit pas terminée par des conflits. Des morts d'hommes, des batailles, même au sein du RHDP au pouvoir, après les municipales, là où il n'y avait aucun opposant. Après les législatives, pareil, au sein du RHDP, les critiques ont été dures
Et au sein du RDR même, vous prenez une ville comme Anyama, qui est une ville tenue par le RDR, les deux candidats du RDR mais se sont tapés dessus parce que la CEI était incapable d'organiser ces élections. Nous avons dit, Monsieur Coulibaly, est-ce que le problème n'est pas dû au fait qu'il y a une violence politique qui caractérise le pays depuis plusieurs années? Est-ce que c'est forcément la commission électorale qui est responsable de cette violente contestation? Vous avez raison. La violence politique n'est pas le fait de la société ivoirienne, mais c'est le fait des partis politiques qui sont en conflit. Et comme vous avez raison, la proposition, c'est de sortir ces partis politiques de la commission électorale pour donner plus de sérénité à ceux qui vont organiser cette élection et de ne pas laisser les gens en conflit s'asseoir autour d'une table pour dire qu'ils vont organiser des élections. C'est pas possible. Justement, quand vous convoquez dans les mémoires Marcoussis, quand vous dites c'est la même commission électorale qui a été mise en place après Marcoussis, est-ce que vous ne réveillez pas, je dirais, de sombres souvenirs? Parce que Marcoussis, ça a été quand même, je dirais, un épisode plutôt négatif dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, ce sont de sombres souvenirs, raison de plus de rompre avec. Parce qu'à Marcoussis, il a été demandé de mettre en place une commission indépendante chargée des élections. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à l'époque a voté des lois adoptées conformément à l'idée de Marcoussis. Et ces lois ne plaisaient pas à Alassane Ouattara. Thabo Mbeki est entré dans le jeu et les partis Gbagbo, Laurent, Alassane Ouattara, Henri Konaté Bédié et Soro Guillaume se sont retrouvés à Pretoria et ils ont modifié la loi votée par l'Assemblée nationale. Pas avec une nouvelle loi. Ils ont modifié une loi ivoirienne avec des décisions présidentielles, ce qui est tout à fait illégal. Et ce sont ces décisions illégales qui ont mis en place la commission électorale confligène qui est reconduite aujourd'hui. Vous prenez la loi adoptée par l'Assemblée nationale actuelle, vous verrez qu'il s'agit d'une loi de 2004 modifiée par la décision présidentielle 1, la décision présidentielle 2. Alors, on a repris la même chose. En fait, ce que vous demandez, vous, aujourd'hui, c'est que la Côte d'Ivoire soit en rupture, en quelque sorte, avec cette époque. Marcoussis, c'est terminé. On prend le temps de réécrire le code électoral, de reprendre des mains du président de la République tout ce que le code électoral lui donne. Et vous vous rendez compte que le format des affiches publicitaires pour la campagne, c'est par décret du président de la République. La date des élections, c'est par décret du président de la République. L'heure d'ouverture des bureaux de vote, l'heure de clôture des bureaux de vote, le recrutement des agents des bureaux de vote, tout est par décret présidentiel. Alors, la commission électorale sert à quoi alors? Ça, c'est la question. Donc, vous pensez que la commission électorale actuelle n'a pas tiré les leçons post-électorale, la violente post-électorale de 2010. Non, je dis que la classe politique elle-même, pas seulement la commission électorale qui est une institution que l'on met en place, c'est la classe politique elle-même, les belligérants de Marcoussis, les signataires des accords de Marcoussis qui sont tous vivants, tous là, n'ont pas tiré la leçon. Vous dites que la commission électorale actuelle est l'émanation donc du système conflictuel qui existe encore en Côte d'Ivoire. Tout ce qui a changé, c'est qu'on a sorti de cette commission le MJP, le MPCI, le MPIGO, qui étaient des branches armées et qui n'existent plus, ou du moins ce sont les FRCI. On les a juste sortis. Ça fait que le format, l'échelle a changé de 31 personnes, nous sommes à 17. C'est tout ce qui a changé. Le reste est pareil. On va demander à nos confrères, peut-être Wilfried de Léandre Mbédi depuis Cotonou. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui semble, ce qui est un peu comme ça les relents de contentieux pré-électoral en Côte d'Ivoire? Merci Francis. Je n'ai pas lu le code électoral dont parle M. Coulibaly, mais je vais faire foi à son honnêteté intellectuelle pour espérer que tout ce qu'il cite, à savoir que le chef de l'État doit prendre des décrets pour même fixer l'heure d'ouverture des bureaux, le recrutement des agents électoraux et autres, je vais faire foi à son honnêteté intellectuelle pour espérer que ce soit vrai. Mais cela dit, j'ai le sentiment que la Côte d'Ivoire est en train de tourner sur place. Ce qui se passe aujourd'hui traduit, à mon sens, les signes avant-coureurs d'une reprise de conflit. Et cela traduit également l'échec du dialogue politique, qui, à mon avis, et toute proportion gardée, n'aura pas porté ses fruits pendant les 4 années qui sont en train de s'écouler. Et là-dessus, il me semble que les acteurs politiques ivoiriens n'ont pas suffisamment tiré les leçons de la crise de 2010. C'est vrai que sur le papier, contrairement à M. Coulibaly, j'ai le sentiment que la composition de la commission électorale est plus ou moins équilibrée. Lorsqu'on sait que les partis au pouvoir ont 4 représentants, que les partis d'opposition en ont 4, que la société civile, dont on ne devrait pas douter
de l'impartialité. Malheureusement, sous nos cieux tropicaux, il n'en va pas toujours ainsi. C'est la société civile en a 4. Et les représentants de l'administration sont 4. Si on exclut la forte politisation de l'administration publique sous nos cieux tropicaux, qui appelle à penser que, dans le cas d'espèce, il n'est pas à exclure que les représentants de l'administration soient majoritairement, sinon tous, favorables au pouvoir. Et donc, dans l'absolu, sur papier, on a le sentiment qu'il y a un certain équilibre. Mais dans la réalité politique, on doit concéder effectivement que le pouvoir est largement représenté. Mais je dois dire aussi que c'est l'une des conséquences du boycott des élections par les forces d'opposition qui ont refusé de participer aux élections pour être présents à l'Assemblée nationale où les débats doivent se faire. Et c'est là où je dis qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé par le passé, et ce serait vraiment dommage qu'à l'occasion de l'élection de l'année prochaine, si elle a lieu, la présidentielle s'entend, si elle a lieu, que le pays puisse recommencer avec les temps de turbulence. La sous-région a besoin d'une Côte d'Ivoire stabilisée, d'une Côte d'Ivoire en marche, et là-dessus, la bonne foi et la bonne volonté des acteurs, tant du pouvoir que de l'opposition, me semble-t-il, est à appeler de toutes nos forces, de tous nos voeux, pour que le pays sorte de cette Merci Wilfried. On va écouter Dabadi Zoumbara. Alors, avec cette question Dabadi, est-ce qu'on ne s'achemine pas vraiment à un chaos en 2015? Parce qu'on entend par exemple le porte-parole du gouvernement déclarer que le FPI et ses alliés ont encore quelques jours, soit dit-il, jusqu'au délai de transmission de la liste des membres de la commission électorale au Conseil constitutionnel qui fait prêter serment à ses membres de la CEI. Alors, si le FPI ne réagit pas, dit-il, le président de la République et le gouvernement aviseront. Quels sont les cas de figure possibles si cela justement arrivait, si le FPI ne nommait pas, et avec ses alliés ne nommait pas les deux représentants? Alors, Dabadi? Je dirais que, oui, je vous entends. Alors, je dirais que la situation, effectivement, fait craindre, j'allais dire, des violences post-électorales, comme on a pu le vivre l'élection passée, parce que dès qu'on n'arrive pas à s'entendre sur la composition au niveau des membres, ça pose effectivement un sérieux problème. M. Koulibaly a effectivement parlé des prix de degré qui concernent effectivement un certain nombre de décisions. Effectivement, il faut dire que ce n'est pas rien. Mais je dis qu'au-delà de tout cela, il y a une question fondamentale à mon avis, et qui fait que le FPI n'est pas prêt à accepter effectivement, j'allais dire, cette nouvelle commission. Alors, c'est vrai, c'est un parti qui a souvent défendu des causes, j'allais dire, peu compréhensibles, presque inacceptables, mais pour ce cas précis, je pense que son attitude est somme toute compréhensible. Parce que la composition ou le choix des membres d'une commission électorale annonce généralement la nature des élections en termes de transparence, mais aussi d'équité. Et de façon générale, surtout en Afrique, alors c'est vraiment celui qui maîtrise la commission électorale qui remporte le plus souvent l'élection. Alors d'où la crainte effectivement de ce parti. Parce que si on dit que la composition est paritaire et que le chef de l'État doit être représenté, alors on se pose la question de savoir pourquoi cette spécificité. Est-ce qu'on en a besoin? Je pense que pour le cas de la Côte d'Ivoire, ADO n'a pas besoin vraiment d'avoir un représentant spécial au sein de la CEI. Merci. Dans la mesure où les partis... Merci, Dabadi. Allez-y, Dabadi, allez-y, concluez s'il vous plaît. Oui, alors, je dis dans la mesure où les partis de la majorité qui l'ont porté au pouvoir sont représentés au même titre. On va poursuivre justement sur ce sujet juste après la pause. Je rappelle, nous sommes en compagnie de notre grand témoin invité de cette édition, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre et candidat à l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire, et avec également nos confrères Wilfried et André Mbedji depuis Cotonou et Dabadi Zoumbara depuis Ouagadougou. Nous marquons une pause et nous reprenons le débat juste après. Restez avec nous. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Suite du débat BBC Afrique numéro 1, en duplex à Dakar et Paris, notre grand témoin invité ici avec nous à Paris en studio, Mamadou Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre de l'économie et des finances, président du parti Leader Liberté et Démocratie pour la République, parti politique d'opposition en Côte d'Ivoire. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2015 dans son pays. Au téléphone depuis Cotonou au Bénin, Wilfried Léandre Mbedji. Et depuis Ouagadougou, Dabadi, Zumbara, je rappelle que le débat BBC Afrique numéro 1, c'est également sur Facebook. Vous pouvez évidemment nous joindre, nous envoyer vos messages sur facebook.com/débat BBC Africa. Nous poursuivons ce débat sur la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on pourrait parler un peu de vous quand même, Mamadou Coulibaly, parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2015. Oui. Et l'un de vos objectifs est de mettre fin, vous l'avez dit, au face-à-face récurrent entre le FPI et le RHDP, c'est l'alliance entre le RDR, grosso modo, et le PDCI de M. Bédié. Alors, c'est donc une troisième voie que vous proposez. Est-ce qu'il faut refonder, selon vous, la scène politique ivoirienne? Oui, moi je suis convaincu que les partis ne peuvent pas rester dans la belligérance perpétuelle et penser résoudre les problèmes qui se posent aux populations ivoiriennes en termes de pauvreté dans le milieu rural, en termes de chômage, en termes de manque d'emploi pour les jeunes. C'est vrai que chaque camp a son supporter, mais quand je regarde l'électorat ivoirien sur près de 25 millions d'habitants, vous faites le point en 2010, il n'y a que 5 600 000 personnes qui sont allées voter. On a l'impression que les partis politiques anciens, les partis politiques traditionnels, avec leurs militants, ont pris en otage l'ensemble de la population ivoirienne. Le Ghana à côté a voté avec plus de 11 millions de personnes. Comment cela se fait? Et c'est cette prise en otage qui gêne, d'autant plus que les difficultés économiques ne cessent. C'est pour cela qu'avec des amis leaders et des partis politiques ivoiriens, nous avons créé une coalition qui s'appelle la Troisième Voie. Ni pro ceci, ni pro cela, mais essayant de travailler ou engager dans le travail pour résoudre les problèmes concrets des populations ivoiriennes. Je voudrais revenir avec vous, Monsieur Coulibaly, sur ces deux membres de la commission électorale que doivent envoyer le FPI et ses alliés. Oui. Alors, est-ce que le FPI aujourd'hui a d'autres choix que de désigner ses représentants quand on sait par exemple qu'il a boycotté les précédents scrutins? Alors, s'il n'envoie pas ses représentants, est-ce que cela ne signifierait pas qu'il va boycotter également les présidentielles auxquelles manifestement il tient? Je n'ai pas souvent été d'accord avec les attitudes du FPI, mais sur le coup de la commission électorale, nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde. Tout n'ira pas au boycott. Si M. Ouattara veut aller à des élections crédibles, s'il veut montrer au monde entier qu'il est démocrate et qu'il est prêt à affronter un électorat correct, non pas l'électorat catastrophique de 2010, mais un électorat correct, il est obligé d'avoir une commission électorale crédible. Maintenant, si il peut faire, si le FPI et ses alliés ne désignent pas les deux représentants qu'on attend. Il aura la commission électorale et puis on verra au moment des élections. Si, au bout du compte, il ne respecte rien qui va dans le sens de la démocratie, Ouattara sera le seul candidat unique pour le RHDP. Il sera aussi unique parce qu'il n'y aura pas d'autres candidats en face de lui. En tout cas, moi, dans ces conditions... Ça s'appelle un boycott. Non, on ne dit... Moi, avec l'actuelle commission électorale. Avec l'actuelle insécurité, avec l'actuelle commission électorale, avec l'actuel système de financement des partis politiques, avec l'actuel manque de statut de l'opposition, Ouattara n'aura plus qu'à prendre une ordonnance pour se désigner président à vie de la Côte d'Ivoire. Il n'aura pas d'adversaire en face de lui. Vous annoncez donc un boycott possible. Donc, hein. Mamadou Coulibaly, je vais revenir un peu sur votre parti, le Leader. Hein. C'est un parti d'obédience libérale, hein, c'est ce qu'on a pu lire partout, parce que vous êtes quand même plutôt fortement converti, enfin peut-être pas converti, mais en tout cas adepte de l'économie de marché. Oui, l'économie de marché, voilà. Oui. Alors, vous avez quand même appartenu pendant très longtemps à un parti que vous avez présidé d'ailleurs, vous avez été président par intérim du FPI, qui est plutôt d'obédience socialiste. Alors aujourd'hui, vous prenez l'économie de marché, vous prenez plutôt une économie libérale, ce que prône aussi d'ailleurs Alassane Ouattara. Donc vous allez à l'élection l'année prochaine en 2015, vous aurez en face de vous, donc si tout se passe bien évidemment, vous aurez un grand candidat comme Alassane Ouattara, RDR, qui est aussi d'obédience libérale. Alors, j'ai envie de vous demander finalement, est-ce que vous n'avez pas, compte tenu de vos options politiques, et vous n'êtes pas arrivé de penser peut-être rallier le RDR? Moi, j'ai jamais pensé que Ouattara était un libéral. Ah bon? Ni le RDR un parti libéral. C'est une compétition entre libéraux, alors. Non, c'est peut-être l'étiquette affichée, parce que moi,
un parti qui Il se n'est dit pas communiste libéral. en tout cas. Hein. Moi, j'aurais dit qu'il était communiste. Ah. Avec des médias d'État qui appartiennent à l'État, contrôlés par l'État, ça fait pas avec. C'est vrai que la presse écrite, Fraternité Matin n'est plus la Pravda comme l'époque, mais la télévision et la radio sont sous le contrôle du gouvernement. Les entreprises publiques qui sont là sont sous le contrôle du gouvernement et même quand des marchés publics doivent être passés, les marchés sont passés avec uniquement l'aval de Ouattara, des coups de fil de la présidence de la République, on octroie le marché. Une opposition, des libertés économiques qui ne sont pas respectées, un président de la République qui impose ses options au Parlement, sinon il dissout le gouvernement. C'est pas libéral. Un libéral passe les marchés publics par appel d'offres, par la compétition entre les compétiteurs. Ce n'est pas ce que Ouattara fait. Un libéral laisse la presse libre. Ce n'est pas ce que Ouattara fait. Un libéral laisse la justice libre. Demander aux juges et aux avocats en Côte d'Ivoire aujourd'hui s'ils ont la liberté d'exercer leurs fonctions. Les intrusions du pouvoir politique empêchent de fonctionner. Un libéral laisse son opposition s'exprimer correctement. Mes militants se font taper là-dessus, se sont menacés à plusieurs reprises. Ça ressemble plus à un régime répressif qu'à un régime libéral. Mais justement, ça me permet de vous poser peut-être une dernière question qui va vous vous permettre également de conclure cette émission. Je vous en prie. Ce sujet, en tout cas, pas cette émission. Pas encore. Ce sujet, bien évidemment, Francis, merci. Alors, Monsieur Koulibaly, ce que vous décrivez comme régime répressif, avec tout ce que cela comporte, est-ce que vous pensez que le gouvernement le fait dans la perspective de préparer quelque chose en 2015, puisque s'il y a cette façon de distribuer des postes, de passer les marchés, c'est peut-être que derrière cela, il y a une vraie stratégie électorale, non? Oui, je le pense. Avant de répondre à la question, d'ailleurs, il faut que vous sachiez que dans cette répartition des sièges à la commission électorale, puisque vous en avez parlé, il y a quand même des membres du gouvernement qui sont en plus des représentations des partis politiques. Il y a le ministère de l'économie et des finances, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qui fait la surdétermination du camp. Donc, il prépare quelque chose. Deuxièmement, il y a toutes ces personnes armées qui sont issues de l'armée républicaine de Ouattara, qui ne sont ni militaires avec des papiers, ni civils sans papiers, qui ont des armes, qui sont en treillis, qui quadrillent l'ensemble du territoire. Notre armée régulière en Côte d'Ivoire, gendarmes, policiers, militaires, fait 50 000 personnes, madame. À côté de ces 50 000 personnes officielles, vous avez 65 000 ex-combattants armés, en treillis, qui sont sur l'ensemble du territoire, qui mettent des barrages, des barrières partout pour racketter les gens. Des milices, vous voulez dire? Appelons-les comme ça. Nous, on les appelle ex-combattants, mais ce sont des milices qui sont armés, qui n'ont aucun statut régulier, mais qui se payent sur la bête à l'intérieur du pays. Le chef d'état-major des armées les a appelés l'armée de réserve. Mais réserve pourquoi? Les futures élections. À côté, vous avez plus de 60 000 chasseurs traditionnels que l'on appelle en Afrique de l'Ouest les Dozo. D'accord. Mais qui sont armés vous pouvez aussi. répondre directement à la question, parce que là, c'est des charges que vous faites contre le régime. C'est pour démontrer que M. Ouattara prépare son maintien au pouvoir de la façon la plus normale possible. C'est une accusation il impose au RHDP. Et le fait de boycotter l'élection, comme vous l'annoncez, si la configuration actuelle de la commission électorale ne change pas, est-ce que vous ne participez pas justement à ce boulevard? Est-ce que vous ne lui donnez pas justement un boulevard, cette possibilité de se faire réélire sans compétition? C'est possible, mais Madame Ouattara a fait déjà cette expérience-là en 2000, il y a eu plus de 20 000 morts. Officiellement, le compteur s'est arrêté à 3 000. Mais Ouattara n'a pas été puni du tout par qui que ce soit. Alors, faut-il recommencer l'expérience, nous faire tuer, étant entendu qu'il ne subira aucune sanction? Et non, il y a eu trop de morts. Et cette fois, on tire les leçons. Si les élections ne peuvent pas être organisées correctement, il faut sauver des vies humaines qu'il reste au pouvoir. Il faut quand même préciser que vous avez reconnu l'élection de la victoire de Alassane Ouattara. Ah oui, moi, je l'ai reconnu en tant que président du FPI parce qu'il fallait arrêter le massacre. En tant que président, oui, c'est ça. Il fallait arrêter le massacre. Je n'étais pas convaincu, je n'étais pas du tout d'accord que l'on continue de taper sur mes militants de l'époque. Donc vous avez accepté pour sauver la vie des gens plutôt que par conviction, c'est ce que vous voulez dire? Il y avait bien sûr la conviction, mais il y avait surtout le fait que Ouattara pouvait, avant
cette reconnaissance, commettre des crimes impunis, après la reconnaissance, je suis maintenant en droit de dire qu'il a lui aussi commis des crimes contre l'humanité parce qu'il avait prêté serment en tant que président de la République. On va devoir passer au deuxième sujet de cette édition. Liliane, si vous voulez bien, à moins que je sens que vous avez envie de poser encore une question. Ah ben, on va le faire. C'est le moment de passer au prochain sujet Très bien. Avec vous. Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique. Avec notre grand témoin invité, ici avec nous à Paris, Mamadou Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre, président du parti Leader Liberté et Démocratie pour la République. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Et nos deux confrères invités depuis Cotonou, Wilfried Léandre Rombédi, journaliste au quotidien La Nation, et au téléphone depuis Ouagadougou, Dabadi Zoumbara, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Pays. Nous parlons à présent de la situation en Afrique de l'Est. Mardi dernier, en Somalie, les Chebab ont lancé une attaque contre le palais présidentiel de Mogadiscio, une attaque repoussée par la MISOM, la mission conjointe de l'Union africaine et de l'ONU en Somalie et l'armée nationale. Bilan, 14 blessés, 14 soldats tués, Depuis plusieurs mois, il faut dire que le Kenya voisin est aussi confronté aux violences de nature terroriste. Depuis la mi-juin, plusieurs attaques ont occasionné des dizaines de morts, notamment dans la région de la côte au sud-est du pays. Des attaques revendiquées par les Chebab, dont les actions visent, selon eux, à punir le Kenya pour son engagement militaire en Somalie. Et lundi soir, c'était au tour de la Tanzanie de subir une explosion qui a fait 8 morts dans un restaurant d'Arusha, près de la frontière avec le Kenya. La ville d'Arusha a été plusieurs fois visée par des attentats ces derniers mois, tout comme l'île autonomiste de Zanzibar. Alors si les attaques n'ont pas été revendiquées, le ministre de l'Intérieur tanzanien les attribue à des groupes terroristes composés d'extrémistes religieux. Voilà donc la situation, regain de violence donc en Afrique de l'Est. Mamadou Coulibaly, que vous inspire ce tableau, cette charge de violence soutenue contre ces pays, disons même contre une région tout entière? Beaucoup de regrets parce que ces violences sont liées au fait que différents groupes organisés, armés, essaient maintenant dans la configuration actuelle en Afrique de ne pas faire des coups d'État, mais d'occuper des parties du territoire dans lesquelles il y a des ressources naturelles, des ressources minières et qu'ils peuvent contrôler. Et ça, c'est la nouvelle forme de déstabilisation et de violence qu'on a sur le continent. Vous avez des populations qui vivent dans des huttes, qui n'ont pas le minimum pour aller dans les champs, pour produire. Et puis vous avez des groupes armés qui se disent, il y a de l'or, il y a du pétrole, nous, on doit occuper ce territoire, vendre ces données géostratégiques et puis nous enrichir. C'est regrettable parce qu'il y a une solution. C'est parce que ces ressources-là sont considérées comme ressources nationales de nos pays, de nos États, que n'importe quel groupe peut s'organiser pour aller les prendre sous contrôle parce que l'État étant fragile. Si nous faisions comme les pays qui ont des ressources comme les États-Unis ou ailleurs, si moi, Coulibaly, en Tanzanie ou en Somalie, j'ai 10 hectares de terre et qu'il y a de l'or sur mes 10 hectares de terre, si cet or-là était propriété de Coulibaly et non propriété de l'État somalien, n'importe qui pourrait venir faire le coup d'État contre le président somalien, mais ne s'approprierait pas mon or. Mais si l'or de mon champ est pour le président somalien, il suffit de prendre l'État somalien et puis on a propriété de l'or. Sinon, on vient me tuer et puis on occupe le territoire. C'est une affaire de propriété foncière chez nous. C'est une affaire de propriété de la terre, propriété du sol, propriété du sous-sol. Nous avons tout nationalisé et puis on paye les conséquences et c'est dommage. Liliane? Donc, vous pensez, M. Coulibaly, que derrière ce qui s'apparente à une lutte pour l'idéologie religieuse se cache plutôt une lutte pour le contrôle des ressources? C'est cela. La religion paye parce qu'il y a derrière le pétrole, l'or, le diamant, les frontières, la mer. Sérieusement, prenons le cas de Al-Shabaab en Somalie qui multiplie les attaques. Francis le disait à l'introduction de ce sujet, des attaques au Kenya, des attaques en Somalie. La présidence somalienne a été attaquée. De quelles ressources parle-t-on, par exemple, le cas de la Somalie? La Somalie a une zone, une frontière géostratégique sur l'océan de l'autre côté et c'est une zone hyper convoitée. Si cette zone convoitée avec la possibilité de contrôler l'océan Indien, avec la possibilité de contrôler le trafic de cette zone, n'attire pas les intérêts géostratégiques, alors là, il y aura pas beaucoup d'intérêt. Même les zones que vous
pouvez considérer comme n'ayant ni or ni diamant, dans le monde géostratégique aujourd'hui, ça compte. On va écouter peut-être Wilfried. Wilfried Léandre Ombédi. Merci beaucoup. Moi, je pense qu'il faut se désoler de ce qui se passe en Somalie depuis des décennies maintenant. Mais on se réjouirait tant soit peu de la présence de la mission qui vaille que vaille essaie encore d'atténuer l'ampleur des conflits entre les parties. Mais je vous la mission qui n'a pas les moyens, hein. La mission qui se plaint de ne pas avoir de moyens. La force de l'Union africaine en Somalie. Évidemment, qui a besoin de plus de moyens. Mais je vais vous dire de façon radicale, j'ai le sentiment qu'il faut aller beaucoup plus loin que cela. Et je prône même sous l'administration de la Somalie, par l'Union africaine ou par les Nations unies, pour qu'enfin nous sortions de cette tourmente qui ne s'arrête pas, et qui met en danger au jour le jour la vie des populations, la famine qui était passée et qui reviendra peut-être un jour. Quand est-ce que ce pays sortira enfin de la violence? Une administration provisoire de l'Union africaine ou de l'ONU, et je pense que cela permettrait d'éloigner les différentes factions de la convoitise du pouvoir et de remettre à plat la situation pour que, au bout d'un certain temps défini pour cette administration provisoire, l'État normal soit reconstruit et qu'on ait encore des raisons d'espérer pour l'avenir de ce pays-là. Sinon, demain ne me semble pas la veille du jour où nous sortirons de cette situation malheureuse. Dabadi Zumbara, à entendre Wilfried Léandre Ombédi, on peut se dire que le niveau d'insécurité dans la Corne de l'Afrique et en Afrique de l'Est est tel qu'on peut peut-être redouter des attentats d'envergure comme ceux qui avaient visé l'ambassade des États-Unis au Kenya et à Dar es Salaam en 98. On est vraiment à ce niveau où le risque d'insécurité est maîtrisé, est encore maîtrisé dans cette région-là. Oui, je le crois parce que regardez un peu actuellement le mode opératoire des CEBAB. Il faut dire qu'en fait, ce sont des éléments qui ont suffisamment de puissance de frappe. Alors aujourd'hui, quand ils promettent de frapper dans un endroit, ils le font. Donc c'est pour dire que l'insécurité aujourd'hui, effectivement, dans la Corne de l'Afrique, est telle que les CEBAB ont les moyens de frapper à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Puisque c'est la deuxième fois qu'ils attaquent le palais présidentiel en Somalie. Justement, je pense que si effectivement, je pense que l'audace de ces babes s'explique par le fait qu'il y a un certain relâchement de la traque des islamistes depuis que effectivement Mogadiscio en a été officiellement débarrassé, mais aussi par des complicités. Il est évident qu'on est peu réussi à mener une telle opération sans bénéficier de complicité au sein d'hommes politiques et des forces de l'ordre. Donc je pense qu'il y a lieu de repenser le système sécuritaire. Il y a lieu que la communauté internationale mette les moyens, déploie suffisamment de moyens pour sécuriser cette zone. Comme quelqu'un l'a dit, c'est une zone maritime où effectivement le commerce mène. Et donc il y a toutes sortes de trafiquants qui voudraient bénéficier effectivement de toutes les marchandises qui passent par cette zone. Donc je pense qu'il faut effectivement redoubler d'efforts dans la lutte contre ces éléments terroristes. On va devoir accélérer le mouvement, si je puis dire, Liliane, pour passer au troisième sujet, si vous voulez bien, le Soudan du Sud, autre zone sensible. Et c'est tout de suite. Le débat Africa BBC. Avec notre grand témoin invité, Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre, président du leader Liberté et Démocratie pour la République, et nos deux confrères invités, Wilfried Léandre Ombédi depuis Cotonou et depuis Ouagadougou, Dabadi Zumbara. Le Soudan du Sud avec vous, Liliane. Et à l'occasion du 3e anniversaire, le 9 juillet dernier, de la création de cet État, Francis, le président du pays, Salva Kiir, a appelé son rival et chef des insurgés, Riek Machar, à reprendre les discussions de paix. Elles sont bloquées malgré la pression américaine et les efforts de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD. Le mois dernier, à Addis Abeba, un 3e accord de cessez-le-feu a été signé. Les belligérants se sont même engagés à former un gouvernement de transition dans
pendant les 60 jours. Mais sur le terrain, la guerre qui oppose depuis mi-décembre 2013, forces gouvernementales et rebelles se poursuit et pour surmonter la dureté de la réalité quotidienne, à Djouba, ces chrétiens implorent le ciel et tentent de comprendre les raisons de ce désastre. Reportage Lou Garçon. Dans la cathédrale 14 de Djouba, les fidèles lèvent les mains au ciel, appellent à la paix et à l'unité. Santo Pio est l'évêque catholique de l'église. C'est comme une bombe préparée il y a longtemps et qui vient d'exploser. Il y avait des problèmes qui n'avaient pas été réglés. La réconciliation après la première guerre ne s'est pas faite. Ceux qui se trouvaient toujours en brousse, personne ne les représentait et personne ne leur a donné la chance de s'exprimer. Nous sommes au camp de Tomping où vivent des personnes déplacées venant de Djouba. John Wiyol vit ici avec sa famille. Sa femme, Suzanne, est occupée à préparer le tamia, un mets de la région à base d'arachide. C'est en vendant cette nourriture qu'elle et son foyer survivent. Leur vie a changé du tout au tout lorsque la violence a éclaté à Djouba. John est enseignant, mais il a quitté son emploi et a fui avec sa famille. Nous nous sommes cachés en brousse pendant 21 ans et nous avons pensé que si nous arrivons dans ce pays, alors tout le monde sera heureux. Si rien ne change et la situation reste la même, alors le Soudan du Sud restera un État en Beyrouth. Le Soudan du Sud se dirige dangereusement vers la famine et les maladies. Après des décennies de combats pour l'indépendance, le pays n'a pas réussi à se construire une véritable stabilité et à instaurer la paix. Avec ce 3e anniversaire, beaucoup se demandent comment la nation a fait pour tomber si vite dans le chaos. Et dans ce reportage de BBC Afrique, un prêtre, M. Koulibaly de Djouba, vous l'avez entendu, explique que le sentiment de frustration de certains est l'une des causes de la crise. Mais au-delà, quelle est votre analyse de ce conflit inter-sud-soudanais 3 ans seulement après sa création? Comment peut-on en arriver là? Mamadou Koulibaly. Moi, je suis très très frustré parce que je fais partie d'une génération d'Africains auxquels on a enseigné ou à laquelle on a enseigné que les chefs d'État qui ont créé l'Union africaine ou l'OUA à l'époque s'étaient engagés à respecter les frontières héritées de la période coloniale. L'intangibilité des frontières. Voilà. Et puis, à mon âge, je vois le Soudan se diviser en deux, entre le Soudan blanc et le Soudan noir. Et puis le Soudan noir créé, je vois encore le Soudan musulman et le Soudan non musulman parmi les noirs se taper dessus. Alors, comment avons-nous fait pour remettre en cause les frontières héritées de la période coloniale? Pourquoi l'Union africaine laisse ses propres textes violés sans rien dire et accompagne la dynamique? Si c'était le cas, pourquoi ne remettrons-nous pas totalement en cause toutes ces frontières héritées de la période coloniale et puis aller vers une confédération africaine, une fédération africaine, que les peuples vivent en paix? Parce que si vous regardez ce qui se passe dans le Sud-Soudan, c'est vrai qu'il y a les frustrations, mais il y a plutôt des morts, beaucoup de morts, des gens qui savent même pas ce qui leur arrive dans des huttes. 10 000 morts, et plus d'1,5 million de déplacés. Oui, et simplement, ils savent pas ce qui leur arrive. Mais il y a des initiés qui savent qu'il y a des puits de pétrole qui appartiennent à l'État nouveau du Soudan du Sud et que, en contrôlant ces puits de pétrole, ils peuvent devenir riches, ils peuvent devenir forts. Et ceux-là, vous les voyez, ils sont bien équipés, ils ont des camions, ils ont des armes. On se demande où ils les obtiennent et qui les paye pour eux. Et pour puis faire clair, Monsieur Koulibaly, vous parlez de qui? Des États-Unis, de la Chine, qui a des intérêts pétroliers? De qui parlez-vous? Je parle des Sud-Soudanais, des Soudanais et des Africains en général, qui n'ont pas encore pris les dispositions pour mettre en sécurité les ressources dont regorge leur continent. Moi, je n'accuse personne d'autre à l'extérieur, j'accuse les élites africaines elles-mêmes. Nous, qu'est-ce que nous faisons avec ces ressources? Est-ce que nous les contrôlons pour nous enrichir ou est-ce que nous les mettons à la disposition des populations? C'est à nous que je pose les questions, madame. Merci. On va rapidement demander à Wilfried Léandre Mbedi depuis Cotonou de nous porter, de nous apporter plutôt son regard en tout cas sur cette situation au Soudan du Sud. Mon cher Wilfried, un journal, un quotidien sud-africain, le Daily Maverick, titrait, c'était en février dernier, je cite, Soudan du Sud, le pays qui ne devrait pas exister. Est-ce que selon vous, on a créé un pays qui ne devrait pas exister, en tout cas qui n'avait aucun moyen d'exister en tant que tel? Essayez de répondre en 1 minute, mon cher Wilfried, vous êtes journaliste et vous le pouvez.
En tout cas, Francis, ce qui se passe au Soudan du Sud postule que la guerre de succession avec le Soudan n'était pas liée à une quelconque recherche identitaire. Les intérêts, ils sont ailleurs. Et je crois que c'est un pied de nez à toutes ces puissances occidentales et d'ailleurs qui ont favorisé la naissance de ce pays, dont les enfants se battent entre eux-mêmes pour le contrôle des richesses du pays. Et donc, en définitive, c'est une guerre d'intérêt personnel au détriment de la construction d'une nation. Autrement, au bout de 3 ans, nous ne pouvons pas être en train de vivre cette tragédie-là. Dis donc, il a fait en 1 minute. Hein. Liliane, allez-y. Oui, je voulais demander à notre invité, avant de revenir peut-être à Dabadji, alors finalement, quel est l'avenir de ce pays, Monsieur Coulibaly? Est-ce que la guerre qui prend des allures ethniques peut-elle pousser peut-être à envisager cette fois une scission sur la base ethnique? C'est-à-dire, on sait que la séparation du Soudan du Sud avec le Soudan, l'ayant été sur la base religieuse. Une bonne réponse aussi, s'il vous plaît, même s'il y avait une nouvelle scission sur la base ethnique, ça n'arrêterait pas la guerre. À l'intérieur de la même ethnie, vous trouverez des divergences de villages, de zones, et puis on va continuer à se taper dessus. Et il faut simplement, à mon avis, madame, reposer la question des ressources naturelles et les donner aux populations qui vivent sur le terrain, désengager les États et tous ces grands hommes politiques du contrôle de ces ressources-là. On n'a plus le temps d'écouter Dabadji Joumbara à Ouagadougou, puisque le moment est venu, Liliane, de vous faire plaisir d'écouter les réactions de nos auditeurs sur Facebook et des réactions recueillies et livrées cette semaine, bien sûr, par Stéphanie Hartmann. C'est tout de suite. Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa. Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à nos invités et bonjour à tous. Alors comme chaque semaine, voici une sélection des messages que vous nous avez laissés, chers auditeurs, sur les réseaux sociaux et notamment sur notre page facebook.com/débat BBC Africa. Cher Monsieur Coulibaly, alors beaucoup de nos auditeurs s'interrogent sur votre positionnement sur l'échiquier politique ivoirien, à l'instar de Madou Masek Dembélé qui nous écrit « Bonjour à toute la rédaction de ce débat, j'aimerais savoir quel rapport Mamadou Coulibaly entretient-il avec le FPI et ainsi qu'avec le pouvoir en place ?» Je pense que vous y avez un peu répondu dans cette émission. Dans le même ordre d'idées, Lamam Rana Yemberen se demande si vous et le président du FPI, Pascal Affinguessan, vous parlez, et si oui, que vous dites-vous? Samson Augustin Esso, depuis Yamoussoukro, vous demande, Monsieur Coulibaly, si vous pensez que les élections présidentielles à venir en Côte d'Ivoire en 2015 seront propres. Et toujours au sujet de notre invité, Soum Ouedraogo dit de vous, Monsieur Mamadou Coulibaly, que vous êtes, je cite, un grand homme politique ivoirien très discret sur la malgouvernance du FPI par Laurent Gbagbo. Il ajoute, Monsieur Coulibaly est une valeur politique ivoirienne et panafricaine qui aura son mot à dire pour la réconciliation dans son pays. Je le salue. Sur le Soudan du Sud, Ouedraogo Youssouf écrit « Ce pays célèbre la honte africaine. Je demande donc aux autorités sud-soudanaises et à tous les acteurs de cette indépendance controversée de faire preuve de confiance, de compétence et surtout de bonne foi pour instaurer une paix durable dans un environnement stable. » Bourgeois Gabbourne Daba, dont Lago menaçait de le quitter, vous vous souvenez Francis, nous écrit « Bonjour Liliane et Francis, je voulais demander à Mamadou Coulibaly s'il pense que la Somalie sortira un jour de cette ornière. » Il conclut « Merci et je vous écoute. » Enfin, Brehima Sana nous envoie ce message « Salut à vous Liliane et à vous Francis, je suis épatée par la manière dont vous nous ouvrez l'esprit critique au sens large du terme. Je ne peux que vous remercier éternellement. » Nos remerciements éternels à tous pour vos messages et à la semaine prochaine. Éternellement, vous avez dit, c'est impressionnant. Alors, beaucoup de questions vous ont été posées à Mamadou Coulibaly. Peut-être, est-ce que vous parlez, vous, oui. Pascal Affinguessan? Oui, nous. Et surtout, que vous dites-vous? La première fois, quand nous nous sommes vus, nous avons discuté de l'unité de l'opposition. Comment rassembler nos forces pour mettre en face de Ouattara une puissance capable de le challenger vraiment. Et puis, nous avons la seconde fois discuté de la commission électorale. Oui ou non, elle est bonne. Et nous avons conclu qu'elle n'était pas du tout acceptable. Et la troisième fois, quand nous nous verrons, probablement, nous irons vers la mise en place d'une grande plateforme de l'opposition pour préparer ces élections à venir. Vous êtes candidat pour gagner les élections? Oui, si toutes les conditions signalées de sécurité, d'argent, de commission électorale de liste électorale sont réunies.
Je voudrais, Francis, poser cette question que je voulais me faire le porte-voix d'un auditeur. Est-ce que la rivalité supposée ou réelle entre le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est-elle un risque pour l'après-Ouattara, que ce soit en 2015 ou en 2020? Pour moi, il n'y a pas de rivalité entre les deux. Je pense que c'est un jeu de rôle qu'ils montent pour faire passer la pilule Ouattara tranquillement. Ces deux personnes travaillent pour Ouattara. C'est Ouattara le grand maître. Comme il ne peut pas faire tout en même temps, le président de l'Assemblée nationale remplit certaines fonctions, le ministre de l'Intérieur remplit d'autres fonctions. Il joue le jeu. C'est un jeu de rôle. Il n'y a pas à mon avis, pas de conflit entre eux. Il ne faut pas se laisser prendre au piège de ce conflit alors qu'ils sont en train de bousculer les règles démocratiques pour passer tranquillement. Et quand vous parlez de jeu de rôle, et Henri Konaté dans tout ça finalement, quel est son rôle dans tout ça? Il lui demande un statut de vice-président dans le jeu, et ce qui pourrait amener d'ailleurs Ouattara à faire une révision constitutionnelle pour instaurer une vice-présidence dans le dispositif légal en Côte d'Ivoire. Et cette modification constitutionnelle ne peut se faire sans référendum. Et si il doit mettre en place la commission électorale, faire la liste électorale, faire le référendum, il ne peut pas faire d'élection en 2015. Et s'il ne fait pas d'élection en 2015, c'est parce que, bien sûr, il y aura une question de délai, mais il y aura le référendum de 2015. On ne fera pas deux grandes élections dans la même année. Et donc, dans l'ordre constitutionnel, la modification introduira un septennat et on sortira du quinquennat. 2017 pour les élections. C'est tout cela qui nous fait douter de la bonne foi de Ouattara. Cela se dit en effet. Merci beaucoup. Je voulais poser une dernière question, Francis, que notre invité répondra par oui ou non. Vous voyez-vous un jour ou l'autre travailler aux côtés du président Alassane Ouattara? S'il décide d'abandonner son programme et de travailler à la réconciliation des Ivoiriens, nous irons tous travailler avec lui. Mamadou Coulibaly, merci d'être venu. Merci infiniment. Ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président du parti Leader Liberté Démocratie pour la République. Vous avez été ministre de l'économie et des finances et vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Merci à Wilfried Léandre Rombéji depuis Cotonou, journaliste au quotidien de La Nation. Je rappelle son blog comment va le Bénin.over-blog.com. Et au téléphone depuis Ouagadougou, nous étions en compagnie de Dabadi Zoumbara, rédacteur en chef adjoint du quotidien Le Pays. L'émission a été réalisée à Paris par François Richard, régie technique assurée à Dakar par Papi Aimé Faye, chargé de production cette semaine Stéphanie Hartmann. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane. Oui, Francis, et en FM à Paris, c'est sur Francis 107.5, bien sûr. Et sur BBC Afrique le samedi et le dimanche à 10h02 GMT. Et écoutez le débat aussi sur Kalak FM. Au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir. Le débat Africa numéro 1 Paris, BBC Afrique.